l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Pour la rentrée, nous nous retrouvons à la 15e édition du salon Duga Club Expert qui a eu lieu au Carreau du Temple le 20 septembre dernier, ouvert au public pour la 2e année consécutive. Ici, des producteurs de spiritueux craft, mais aussi des maîtres de chai et des maîtres distillateurs du monde entier viennent rencontrer les bartenders, sommeliers et cavistes français. Aujourd'hui, un panorama des tendances, bien entouré des créateurs de spiritueux venus de Martinique, des Philippines, d'Italie, d'Espagne et de France bien sûr, pour comprendre ce qui a marqué le monde des spiritueux en 2021 et ce qui va compter en 2022. Est-ce que vous pouvez l'entendre, ça fourmille d'excitation. Les cavistes, bartenders et sommeliers passent entre les stands des marques, tout le monde goûte et commente les nouveautés de cette année. Je repère Sébastien Lalour, responsable marketing pour la Maison Duga, qui pourra sans doute m'éclairer sur les grandes tendances à venir. Duga, c'est avant tout un importateur et un distributeur. Donc on sélectionne des marques partout dans le monde, sur toutes les catégories, plutôt des produits premium, voire super premium. Et on les distribue en France sur tous les réseaux de distribution. On a une stratégie omnicanal, mais avec un business model qui est assez particulier, puisque on développe d'abord les marques sur le circuit des cavistes. C'est une spécificité française. Il y a beaucoup plus de cavistes en France qu'ailleurs. Et c'est avec ce réseau de partenariat qu'on construit les marques. Ici, c'est l'occasion pour les marques de rencontrer leurs clients, les cavistes avec qui ils travaillent toute l'année. Est-ce que c'est important ça pour les marques, ce lien-là ? C'est fondamental. C'est fondamental et en plus, je dirais que c'est vraiment dans notre ADN de pouvoir faire des rencontres entre les hommes, les femmes qui sont derrière les spiritueux et cette clientèle de cavistes qui sont nos ambassadeurs pour après s'adresser aux consommateurs. C'est eux qui racontent les histoires aux consommateurs. Et pour raconter ces histoires, il n'y a rien de mieux que d'avoir rencontré les propriétaires de marques, les master distillers, les maîtres de chai, toutes ces personnes-là qui ont un savoir-faire extraordinaire. Ils leur donnent des histoires, ils leur donnent du contenu pour parler des marques aux consommateurs. Vous organisez ce salon-là tous les ans, ça vous permet un peu de dessiner un baromètre de ce qui se passe dans l'année spiritueux. Quelle grande tendance est-ce que vous voyez émerger cette année ? Il y a plus en plus de choses très spécifiques. Déjà, on met souvent le terroir à l'honneur. Il y a plusieurs exemples de marques qui font maintenant du parcellaire. C'est vrai sur une nouvelle marque de Martinique qu'on met en avant qui s'appelle BD Trésor, qui ont des terroirs spécifiques pour faire du rhum parcellaire. C'est vrai aussi chez Roselier qui lance ses propres parcellaires et qui sont vraiment une innovation sur le marché du whisky français. Le parcellaire, c'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur les personnes derrière les marques qui s'attachent justement au terroir. Je pense aussi à Étienne de Hautefeuille, dont le projet de faire du whisky et aussi de produire son propre whisky à partir de son propre orge. Donc tout ça, c'est du parcellaire. Après, on a d'autres tendances intéressantes qui sont toujours dans la continuité des finishes, tout ce qui est le lien avec le monde du vin, par exemple, le monde du Xérès, évidemment, ça c'est assez connu, mais aussi du Porto. On voit des cocktails en canette et des arrangés. Est-ce que ça, c'est une grande tendance aussi du prêt à boire, finalement ? Oui, bien sûr. Tout ce qui est, on va dire, facile à boire aussi. La tendance du rhum arrangé, c'est quelque chose qui est installé depuis maintenant quelques années. C'est en effet pas nouveau, mais ça monte en puissance de manière incroyable. On a la chance avec les rhums de cèdre de proposer une gamme qui est leader sur le marché du sélectif, chez les cavistes, chez les barman. Et c'est vrai aussi qu'on a lancé la marque Hibou, qui sont des cocktails prêts à boire, qui sont dans la tendance du cocktail haut de gamme, là qu'on peut retrouver à domicile dans des bouteilles prêtes à boire, prêtes à déguster, et qui sont très qualitatifs. Sébastien Lalour a donc évoqué les 3 grandes tendances qui se dessinent ici. Le parcellaire, des finishes toujours plus poussés, et les ready to drink, ces cocktails en bouteille qui montent en puissance dans le monde entier. Allons voir d'un peu plus près les acteurs qui s'illustrent dans chacune de ces tendances. On commence notre panorama avec Étienne d'Hautefeuille, de la distillerie du même nom, en processus pour créer ses premiers whisky parcellaires dans l'exploitation familiale.
Bonjour, donc je suis Étienne d'Hautefeuille, créateur de la distillerie d'Hautefeuille. L'idée de la distillerie, c'était de faire du whisky à partir de l'orge que je cultive. Je cultive sur la ferme céréalière familiale que j'ai reprise en 2013. Du coup, sur cette ferme, on a 200 hectares de céréales, une trentaine d'orges qu'on va conduire du champ à la bouteille pour faire un whisky de terroir. Pourquoi c'était important pour vous, dans l'idée de faire un whisky, de faire justement un whisky de terroir ? Sur le terroir, c'est l'ADN, c'est mon ADN, c'est ma ferme, mon sol, ma terre que j'ai cultivées, qui ont été cultivées par mes parents, mes grands-parents. Je trouvais ça intéressant de montrer la richesse, la diversité de notre terre. On a d'un côté du limon, des bonnes terres, d'un autre côté des parcelles un petit peu plus difficiles à travailler comme du bief, donc l'argile à silex. Donc toute cette diversité qui, quand on passe en voiture, on ne la remarque pas. Nous, quand on travaille le sol, on se rend compte que même à quelques mètres près, on a vraiment des différences. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs distilleries qui font comme vous dans le monde aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il y a plusieurs distilleries qui sont d'approche parcellaire et c'est très bien. Et pourquoi, selon vous, pourquoi est-ce qu'on arrive à ça aujourd'hui dans le monde des spiritueux ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un retour à la traçabilité, à la terre, et le fait de pouvoir montrer que, avant d'arriver au verre de whisky et à la bouteille de whisky, il y a eu tout un travail du sol. C'est important, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs, même d'amateurs de whisky qui ne savent pas qu'un whisky c'est fait à partir d'orge, et le fait de retourner à la terre, à la base de tout, c'est intéressant. C'est quoi les gros défis auxquels vous devez faire face ? Parce que c'est difficile de faire du whisky parcellaire. Oui, alors les gros défis, c'est que chaque année est différente, que chaque type de terroir va réagir différemment et qu'on va devoir composer avec la nature et accompagner un petit peu la nature pour faire des belles choses et c'est ça qui est intéressant. Quand est-ce qu'on pourra déguster vos whiskies parcellaires alors ? Nos premiers whiskies parcellaires seront disponibles deuxième semestre 2022. Chaque année, on va sortir un millésime qui sera le produit d'un couple climatologie de l'année et terroir. C'est très long, il faut beaucoup de patience, mais ça vaut le coup. On voit bien ce retour à l'authenticité sur tout type de produit et dans tout type d'univers. Passons maintenant du whisky au rhum avec Stéphane Gouillet, maître distilleur pour la maison BD Trésor. Alors BD Trésor est parti d'un concept où en fait on se rendait compte qu'on a plusieurs zones de production avec plusieurs cannes différentes et de qualités différentes. Et donc on a fait des recherches où on a essayé de comprendre sur différents types de terroirs quel type de fût était le plus adapté au vieillissement. Et donc on s'est rendu compte que dans les zones sèches, dans les parcelles sèches, on avait des extractions de tanins beaucoup plus importantes sur les bois américains. Et à l'inverse, sur les parcelles humides, on avait des extractions de tanins supérieures sur les bois français. Donc, dans notre process, on a mis en vieillissement les parcelles de zone sèche dans des fûts américains et les parcelles de zone humide dans des fûts français. Nous, on met en avant en fait le terroir, plus que la variété ou la parcelle. C'est vraiment le terroir qu'on met en avant avec un terroir sec et un terroir humide. Et qu'est-ce que seraient les prochaines étapes pour être encore plus pointu, pour révéler le terroir ? Alors, nos prochaines étapes à nous, c'est la sortie d'un rhum blanc, qui sera en fait un rhum blanc qui exprimera un terroir sec. C'est une des parcelles qui compose en fait Fleur du Vent, qui est notre élevé sous bois de la zone sèche. Ce qu'on souhaite, c'est le sortir chaque année pour qu'il exprime non seulement le terroir, mais aussi l'année en cours. Les années sont toutes différentes, climatiquement parlant. Et donc, on veut qu'il y ait cette expression. Donc, on va sortir d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, un rhum blanc. Et en 2023, on va sortir les premiers rhums vieux qui ont été mis en vieillissement en 2019. Effectivement, en faisant du parcellaire, on ouvre d'infinies possibilités pour jouer sur les saisons et les climats. Christophe Dupic de la distillerie Roselière vient justement de lancer son whisky parcellaire. Roselière est une distillerie familiale qui a 160 ans d'existence et qui est située en Lorraine, entre Nancy, Épinal, Baccarat, Lunéville, sur un domaine céréalier de 300 hectares. Une distillerie qui est adossée également à un verger de 35 hectares de Mirabelle, qui est l'activité historique de la distillerie, les eaux de vie de fruits. Nous avons démarré l'activité whisky il y a 20 ans. Et aujourd'hui, sommes l'une des rares distilleries au monde, je pense, à maîtriser en propriété l'ensemble des étapes de fabrication, du champ à la bouteille, en passant par l'étape de maltage, qui est une étape clé dans la fabrication du whisky. Alors, les végétaux concentrent ce qu'ils trouvent dans leur sol, en termes de qualité, de
de goût, d'arôme. Donc c'est vrai dans la vigne, vous le savez, les parcelles c'est très important, mais c'est vrai également dans les céréales. Donc quand on a la chance d'avoir des sols diversifiés comme ça, avec des parcelles avec des expositions différentes, c'est logique de faire du whisky parcellaire, puisqu'on sait d'entrée que la matière première va influer fortement sur le goût final du whisky. À partir du moment où vous maîtrisez toutes les étapes de fabrication du whisky, du champ à la bouteille, le maltage inclus, vous allez pouvoir tracer vos lots de la parcelle et donc faire ce qu'on appelle du whisky parcellaire. On a pu lancer aujourd'hui, là, on est au Club Expert du Gars, lancer les premières cuvées parcellaires. On va sortir 2 parcelles par an, il y a 18 parcelles sur le domaine. Donc en 6-7 ans, on aura fait le tour du parcellaire et on recommencera. Quel accueil est-ce que vous voyez là pour vos whisky parcellaires qui viennent de sortir ? Excellent aujourd'hui, là au Club Expert du Gars en 2021, c'est excellent. Et ce qui me fait plaisir, c'est que les gens ne disent pas « je préfère cette parcelle ou cette parcelle ». Ils disent « c'est différent » et ils apprécient les deux. Donc je me dis que là, on a réussi le coup de faire un élevage le plus discret possible pour bien rester sur les céréales. C'est quand même l'objectif qu'on poursuivait. Si le parcellaire permet de révéler le goût d'un terroir, le vieillissement en fût déjà utilisé permet d'aller chercher des saveurs inédites. Stephen Carroll, fondateur de la distillerie Don Papa, fait vieillir son rhum dans des ex-fûts de sherry, Porto ou Rye pour ne citer que. Don Papa, c'est une marque de rhum des Philippines, d'une île qui s'appelle Negros Occidental, qui est le berceau du sucre aux Philippines et qu'ils appellent localement Sugarlandia ou la terre au sucre. Donc ils fabriquent du rhum là-bas depuis 150 ans également. Et donc voilà, l'idée derrière Don Papa, c'était aussi simple que ça, c'est de faire un rhum uniquement de cette île qu'on pourrait éventuellement partager avec le reste du monde. On voit aussi beaucoup de distilleries qui commencent à vieillir en fût de vin. Est-ce que c'est nouveau ou pas ? Et qu'est-ce que ça veut dire de tout ce qui peut passer entre le monde des vins et le monde des spiritueux ? Je pense que les spiritueux ont toujours utilisé différentes formes de barriques. Donc l'industrie du whisky écossais a utilisé pour de nombreuses années les fûts d'ex-Bourbon, mais avec un désir d'expérimentation, que les consommateurs étaient de plus en plus curieux d'avoir d'autres saveurs, il est assez logique qu'on commence à expérimenter avec différents types de barriques. Nous, on utilise des fûts d'ex-Rioja dans le vieillissement de Don Papa, ainsi que les fûts d'ex-Bourbon classiques. On a utilisé des fûts de Jerez pour le Sherry Cask. J'ai des fûts de différents vins italiens ou français qu'on pourrait utiliser dans le futur. Donc c'est un travail fascinant et je pense que tout le monde peut y retrouver son bonheur dans cette quête de saveurs de plus en plus intéressante. Le whisky n'est pas en reste sur les vieillissements dans les anciens fûts de vin. La maison Teeling vient de sortir la 3e édition de sa Sommelier Sélection, qui appuie sur des vieillissements en fûts de vin français, comme le Château Margaux et le Sauterne. Cette année, Teeling est parti en Italie avec l'utilisation de fûts d'Amarone. Darren Lovely, manager commercial de la Teeling Whisky Company. Teeling, c'est une distillerie de whisky qui sont basées à Dublin, fondée par les frères Teeling, Jack et Stephen. Jack et Stephen fait partie d'une nouvelle génération qui sont très ouverts dans leur esprit pour produire des whiskies qui sont très nouveaux, très aspirants pour les consommateurs. On voit surgir vraiment cette tendance de faire vieillir des spiritueux en fût de vin. Vous, c'est ce que vous faites aussi ? Tout à fait. On était inspiré vers des collaborations d'abord et aussi vers des alcools un peu plus premium. Donc, voyant que nous, on est un whisky premium, on essaie de travailler avec des partenaires qui sont des maîtres de leur propre style d'alcool. Donc, en France, on avait constaté que du vin est hyper important. Donc, on avait essayé de jouer sur la tendance de faire un vieillissement de notre whisky dans les fûts de vin. On avait fait un gros brainstorming là-dessus. Et finalement, on est arrivé à une série limitée qui s'appelle le Sommelier Selection. Et on avait focalisé sur des différents types de fûts français au départ. Le tout premier du série Sommelier Selection, c'était une finition, un vieillissement dans les fûts de Margaux. Et c'était un très gros succès. Après, on l'avait suivi avec le deuxième du série. Il s'agit des fûts de Sauterne qui ont très très bien marqué le whisky.
Et là, juste ce week-end, on avait lancé le 3e distillerie et on est passé à nos voisins en Italie pour jouer avec leur fût du Amarone. L'idée d'utiliser le fût du vin existe depuis un peu de temps, mais jusqu'à présent, c'était plutôt des vins classiques, soit un vin rouge, soit un vin blanc. C'était pas très distingué. Donc là, on avait vraiment cherché pour des types de vins qui marquent bien le whisky, qui ont une vraie cohérence avec notre whisky, qui n'est pas évident pour tous les types de vins. Donc on a toujours des projets en cours. La 3e version de ce fameux Sommelier Selection vient juste de sortir, mais on a un 4e déjà en fût. Encore une fois, un fût d'un vin italien, Recioto. Mais après, on va aller faire un tour du monde, on va travailler avec du vin espagnol, en Chili et en Argentine aussi. Mais on voudrait également revenir en France parce qu'on a d'autres pistes en France pour travailler avec des bons vins blancs, d'autres vins digestifs et même peut-être un champagne à un moment donné. Si l'idée des finishes est d'emmener les spiritueux encore plus loin, celle des ready to drink est de toucher encore plus de gens à en consommer chez eux. Les spiritueux en prêt à boire, est-ce que c'est si nouveau que ça ? Les rhums arrangés, par exemple, ça fait bien longtemps qu'on voit leur succès en France. Cédric Brément, fondateur des rhums de Cède. Dans la définition d'un rhum arrangé, on y associe toujours cette notion de macération. La macération, c'est du temps et le temps, c'est de l'attente. Dans notre société actuelle où il ne faut plus attendre, j'ai apporté, on va dire, une simplification vers la consommation du rhum arrangé en proposant des choses qui étaient directement prêtes à boire. Et là, vous pensez que c'est un peu la même chose, ce qui se passe aujourd'hui avec les ready to drink ? Si je prends l'exemple de cette notion de cocktail qui sont en train de vraiment émerger, c'est toujours issu d'un vrai savoir-faire. Comme la cuisine, on ne devient pas cuisinier comme ça, on ne vient pas être en capacité de faire un cocktail comme ça du jour au lendemain. Donc pour simplifier les choses, et même aussi pour que le consommateur apprécie le cocktail, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez élitiste. Quand c'est prêt à boire, on gagne forcément beaucoup de temps pour pouvoir découvrir les univers. On voit aussi beaucoup surgir du rhum parcellaire, quelque chose qui est très terroir. Vous faites un rhum qui est vieilli dans les marais salants. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que c'est à la mode comme ça ? Parce que ça permet, j'estime, de raconter des histoires, de raconter des histoires de lieux et de raconter des histoires d'hommes. C'est comme si on figeait un petit peu le temps. Figer le temps pour mieux en gagner et permettre de faire découvrir des univers, c'est aussi ce qu'a voulu faire la maison Carpano, filiale de Fernet Branca, avec des ready-to-drink en format individuel, reprenant les cocktails emblématiques de la maison. Paolo Porcilli, brand manager chez Fernet Branca. Carpano, c'est la gamme maintenant, mais comme produit, c'est la première vermouth qui a été jamais créée dans le monde. Aujourd'hui, vous sortez les ready to drink. Est-ce que vous pouvez me raconter ça ? Le Covid a fait beaucoup de choses terribles, mais dans le monde de la mixologie, a créé la tendance des gens à boire des produits qui sont ready to drink. C'est commencé, disons, pour une question hygiénique et sanitaire, mais puis ça a évolué dans une question de qualité, parce que le mix qui est préparé, c'est déjà un mix très bien élaboré. Comme ça, les gens ne font pas des choses, disons, comme ci, comme ça, en regardant les choses par Internet. On a clairement très fortement créé la ligne et la gamme avec le Negroni et le Mito. Le Negroni, c'est clair, tout le monde le connaît. On a notre Carpano Botanic Bitter, notre Carpano Classic Vermouth, et puis le gin qu'on utilise, que c'est un gin Cuna, qu'on ne commercialise pas, mais c'est un London Dry Gin de Carpano. Et puis on a repris un vintage cocktail qui est très connu en Italie, qui s'appelle Mito, qui ça veut dire Milano Torino. C'est un peu le grand-père de l'Americano. C'est une partie de bitter et une partie de Punta Messa. Disons que la qualité de nos produits est aussi une garantie sur la recette et sur la proposition. On est très content et on pense qu'il y a un grand futur derrière tout ça. Est-ce que vous sentez que les consommateurs sont prêts pour les ready to drink ? Est-ce que vous voyez déjà de l'engouement autour de ce produit-là ? Je pense que les ready to drink plus classiques sont parfaits pour young adults et adults. Mais en général, je pense qu'il y a vraiment une grande opportunité de faire aussi de l'éducation sur les consommateurs. On commence avec les classiques qui sont très connus et c'est simple de le commercialiser. Mais puis, je pense que le passage, ça va être prendre des cocktails qui sont moins connus
et utiliser les ready-to-drink comme quelque chose pour faire éducation dans les marchés de spiritueux et faire connaître des autres propositions et les rendre populaires et bien consommées par les gens. Et surtout, on a découvert que c'est une bonne façon pour travailler dans le monde de l'e-commerce. Par exemple, il y a beaucoup de compagnies en Italie qui ont commencé à proposer l'apéro italien. Alors, ils t'amènent à la maison le ready-to-drink, exactement ce qu'il faut pour faire un apéro entre 3, 4, 6 personnes bien fait. Et ça, c'est une opportunité de se prendre propriété de moments dans lesquels, sinon, peut-être l'alternative pourrait être une bière ou du vin. Chaque ready-to-drink est particulier. Si Carpano s'attaque aux box et aux livraisons avec des formats au verre 70 ml, Aibu, marque filiale de Duga, s'attaque aux cocktails à garder à la maison ou à partager avec des bouteilles 70 centilitres au goût bien défini. Amer, gourmand, acidulé pour ne citer que. Pedro Martinez, mixologiste qui a créé les recettes des ready-to-drink Aibu. On a voulu faire une offre dans les recettes d'Aibu qui ressemble à une carte à cocktail d'un bar à cocktail. Donc du coup, des cocktails qui sont différents l'un de l'autre, justement pour toucher des palais qui sont différents. Donc c'est ça, l'approche, c'est amener le bar à cocktail autant en termes d'offres que des productions à la maison de chacun. Dans la gamme des 5 produits, on a tout d'abord l'apéritivo. C'est notre offre low ABV, à faible taux alcoolisé, comme on peut dire aujourd'hui. Elle est créée pas à base des spiritueux, elle est plutôt créée à base de liqueurs et des vermouths. À l'occurrence, on a un vermouth italien à liqueur d'épices caraïbènes. Ensuite, on a un gimlet qu'on fait avec une gin de Normandie et un cordial de citron vert fait maison. Troisième lieu, on a le Ruby Rumble Sour. Un peu une fun mélange entre un sour, un Panstar Martini ou un Cosmopolitan avec des éléments des 3 cocktails. La 4e référence est le Tropical Negroni, donc une belle mélange entre l'amertume de Negroni classique et le côté tropical des fruits caraïbènes. Finalement, on a le Metropolitan Manhattan, un twist des classiques Manhattan, normalement fait avec du whisky, vermouth rouge et bitters. On a gardé les structures pareilles, sauf que le whisky, on l'a fait avec du scotch et du bourbon. On a ajouté du calvados, on a gardé le vermouth rouge et le bitters, et on a rajouté du sirop de gingembre et fève tonka. Encore les sirops faits maison, comme toutes les autres productions maison de la gamme. Et pourquoi est-ce que vous pensez que ça appelait les ready-to-drink ? Qu'est-ce que ça a de particulier qui appelle le consommateur ? Le ready-to-drink plaise pour des raisons principales, comme ça peut être la liberté qu'il peut avoir les clients. Ça rejoint la consommation à la demande et à la maison surtout. C'est-à-dire que je ne suis plus obligé à consommer le cocktail juste quand le bar il est ouvert, la quantité des cocktails que le bar il veut me servir. Si je veux un demi-cocktail, je veux un double cocktail, je peux l'avoir parce que c'est moi qui ai cette liberté des contrôles. Je n'ai plus besoin de faire des sorties de chez moi pour avoir un cocktail quali fait pour un vrai mixologue derrière. Notre gamme de cocktails est fait avec le taux alcoolisé brut, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prédilués. Du coup, c'est au client d'ajouter des glaçons pour les diluer à la maison. Je rejoins maintenant Marie Mascret pour un éclairage So Wine. Marie, qu'est-ce qu'on peut penser des 3 grandes tendances détectées au Salon Duga Club Expert 2021 ? Alors indéniablement, on a bien identifié ici les 3 grandes tendances qui se confirment, qui sont le finish, le parcellaire et les ready to drink. Alors avec les ready to drink, les cocktails prêts à boire, on est clairement sur une offre qui répond à une demande du consommateur, une demande qui a été exacerbée pendant les presque 2 années qui viennent de se passer. Le consommateur, il a besoin qu'on lui facilite la vie. Il veut certes de la qualité, mais ce qu'il veut aussi, c'est pouvoir consommer chez lui sans se compliquer la tâche, avoir la liberté de boire un cocktail sans avoir à se poser la question des ingrédients dont il a besoin pour le préparer. C'est un peu l'éloge de la flemme, en fait, à l'heure où on peut se faire livrer quasi n'importe quoi en 10 minutes, à l'heure où on peut, en quelques minutes, choisir de regarder n'importe quel film sur sa plateforme de streaming préférée. C'est pas complètement illogique que le business de la paresse, ou si je le formule plus positivement, de la rapidité, de la simplicité et de l'efficacité, ait aussi atteint le monde des spiritueux. Alors c'est presque à l'opposé du goût des consommateurs pour le fait maison, pour l'apprentissage des recettes de cocktails et pour leur envie décuplée pendant les confinements de fabriquer soi-même ses boissons, ses cocktails. Ça, j'en ai parlé déjà dans un So Wine Talks précédent, mais finalement l'un n'empêche pas l'autre. Tout dépend du moment et tout dépend des personnes avec qui on a envie de déguster. Sur la tendance à valoriser le terroir et les exemples qu'on a ici de produits élaborés autour de la notion de parcellaire, c'est particulièrement intéressant pour moi parce que ça montre bien qu'aujourd'hui, la frontière entre les spiritueux et le monde du vin, elle a tendance à se flouter.
Les uns inspirent les autres. Là où telle catégorie de produits a réussi à éduquer le consommateur, une autre va s'en inspirer puisque le travail est déjà fait, donc c'est plus facile. Et puis on sait aussi que beaucoup de consommateurs de vin, c'est logique, consomment aussi des spiritueux. Si on regarde les chiffres du baromètre Sowine Ainata 2021, on sait que plus on s'y connaît en vin, plus on s'intéresse aux spiritueux, puisque la moitié des amateurs éclairés et des connaisseurs en vin s'intéressent à cet univers. Alors, ce qui est aussi passionnant quand on entend parler autour de nous de ces tendances autour du parcellaire et de la valorisation du terroir, c'est de constater à quel point ces choix-là, finalement, ils font la part belle au travail des hommes et des femmes et dans leur rapport aussi au terroir. On l'entend quand Étienne Dautefeuille il parle de sa terre, on entend les étoiles dans ses yeux. Quand on entend Christophe Dupuy qui parle de ses mirabelles, de son terroir, on sent la fierté revendiquée. Et ça parle aussi au consommateur, ça c'est certain. Le consommateur se reconnaît dans ce type de produit bien mieux que dans des produits qui seraient trop industrialisés ou auxquels on pourrait finalement reprocher une certaine forme de manque d'âme. Et la troisième tendance, donc celle des choix de finish, avec des exemples qu'on a rencontrés ici de spiritueux élaborés ou finis comme des vins, elle rejoint bien entendu la précédente avec cette notion de floutage entre les frontières du vin et des spiritueux. Alors on a entendu Tilling parler de son projet de whisky fini en fût de champagne. On pourrait aussi citer un exemple qui n'est pas ici dans l'interview. C'est un champagne auquel je pense, on aura l'occasion d'en reparler. Un champagne s'inspire des spiritueux, pas forcément dans l'élaboration, mais en tout cas dans la manière de communiquer et de valoriser ces champagnes. Je pense à la marque de champagne Collery, qui classe ses produits selon des catégories qui sont plutôt propres au monde des spiritueux habituellement, avec des familles qui s'appellent blends, singles et vintages. Alors le point commun à ces trois tendances, finalement, c'est la capacité des marques à aller chercher de nouveaux consommateurs avec de nouveaux produits, donc une vraie créativité. C'est aussi la capacité des marques à répondre à la demande de consommateurs qui sont toujours plus connaisseurs et toujours plus curieux, qui sont friands de produits qui s'inspirent d'autres univers. Donc on parle de créativité, on parle de complicité aussi entre ces marques et leurs amateurs, et puis on parle de convivialité finalement, convivialité au service de la qualité. On voit donc se dessiner nos trois grandes tendances de 2021-2022. Le parcellaire, pour un retour au goût du terroir de tout type de spiritueux, les finishes, pour faire des ponts entre différents univers de vin et spiritueux, et les ready to drink, qui innovent tant dans les jus que dans les modes de consommation. Gageons qu'avec des ambassadeurs comme ceux-là, l'innovation dans le domaine des spiritueux n'est pas prête de s'arrêter. Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite.